think we gotta go back to the beginning. Dans ce deuxième cours, je vais m'intéresser à ce qu'on observe autour de nous. Ça va s'appeler cosmographie, si on veut donner un titre. Cours de cosmographie. Et la question que je vais me poser dans ce deuxième cours, là, c'est comment sont distribués les objets astronomiques qu'on observe autour de nous dans l'univers. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le ciel nocturne? Bon, à part la Lune, on voit un ensemble de points lumineux, dont la plupart sont des étoiles, qui ont des positions qui varient au cours du temps dans le ciel. Plus précisément, si vous regardez le ciel à un moment donné de la nuit, au début de la nuit, et puis vous revenez au fin de la nuit et vous regardez le ciel, et bien vous allez vous apercevoir que les étoiles sont plus au même endroit. Ça, c'est simplement dû au fait que la Terre est en train de tourner sur elle-même. On peut facilement soustraire ce mouvement de rotation de la Terre et construire une carte du ciel où les étoiles occupent des positions fixes, et on peut du coup savoir dans quelle direction il faut pointer un télescope pour voir une étoile donnée à un moment donné de la nuit depuis un point donné de la planète. Donc, les étoiles autour de nous occupent des positions relatives qui sont fixes l'une par rapport à l'autre. Alors, on ne voit pas que des étoiles. En fait, si on regarde maintenant le ciel avec un télescope, non plus à l'œil nu, on arrive à voir d'autres structures, des structures plus floues, dont la plupart sont des galaxies. C'est-à-dire, ce sont en fait des ensembles d'étoiles. On sait aujourd'hui que ce sont des ensembles d'étoiles, et de la même façon que les étoiles, ces galaxies occupent aussi sur la voûte céleste, sur la carte céleste, des positions fixes. Donc on a autour de nous, on peut faire une carte avec les étoiles et puis les galaxies qui sont autour de nous. Ça, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire, c'est-à-dire savoir dans quelle direction du ciel regarder pour voir tel objet donné. Ça se fait de manière relativement précise, je reviendrai sur ce relativement tout à l'heure. En revanche, il y a quelque chose, une information qui est extrêmement difficile à avoir, c'est la question de la profondeur. À quelle distance se trouve une étoile donnée? Je sais qu'en regardant dans cette direction-là, je vais voir une étoile, mais à quelle distance de mon œil est-ce qu'elle se trouve? Et ça, c'est vraiment un des gros problèmes, une des grosses difficultés de l'astronomie, c'est la question des distances. Et du coup, se pose la question, comment estimer la distance d'un objet lointain en astronomie? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Pour des objets qui sont vraiment très proches, par exemple pour les planètes, là on a des manières vraiment directes de le faire aujourd'hui. Depuis le milieu du XXe siècle, en gros, on peut envoyer un signal sur la planète et puis recevoir le signal qui a été réfléchi par la planète, l'écho en quelque sorte, l'écho radar, ça s'appelle du radar. On envoie un signal, il se réfléchit puis il revient vers nous, et en mesurant le temps que met l'onde pour faire l'aller-retour, on peut savoir à quelle distance se trouve la planète. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Il y a d'autres manières aussi de mesurer les distances, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les dimensions du système solaire, c'est quelque chose qu'on connaît bien.
Et puisque je parle de système solaire, je vais en dessiner un. Ça, c'est le Soleil. Je vais dessiner la Terre. Il y a d'autres planètes, évidemment, que la Terre autour du Soleil, mais c'est la Terre qui va m'intéresser. Voilà. Et voilà, on arrive aujourd'hui à savoir, à connaître assez bien, par exemple, la distance entre la Terre et le Soleil. On appelle cette distance l'unité astronomique. Et c'est de l'ordre de 150 millions de kilomètres. Donc c'est la distance qui est ici. Une unité astronomique, la distance entre la Terre et le Soleil. Pour des objets maintenant qui sont plus loin, pour par exemple des étoiles, les étoiles n'appartiennent pas du tout à notre système solaire, elles sont plus loin que ça, et une manière assez puissante de mesurer la distance de ces étoiles, c'est de tirer parti du fait suivant. Imaginez qu'une étoile soit ici. Alors mon dessin n'est pas du tout à l'échelle, hein, donc la distance ici serait beaucoup plus grande que celle-là, mais là c'est pour que mon dessin soit clair. Imaginez que j'observe cette étoile avec un télescope qui est situé sur Terre. Il faut que j'oriente le télescope dans cette direction-là pour voir l'étoile. Si j'attends maintenant 6 mois et que j'attends que la Terre soit ici pour refaire une observation, cette fois-ci je dois pointer mon télescope dans cette direction-là, et vous voyez que, donc ça c'est censé pointer dans la direction de l'étoile ici, et vous voyez que ces deux directions ici font un angle entre elles. C'est-à-dire qu'il faut pointer le télescope dans une direction différente à ce moment-là et à ce moment-là pour voir la même étoile. Ici, si je reproduis la position initiale du télescope, le trait blanc ici c'est le même que là, on voit qu'il y a ici un angle, que je vais noter alpha, et on montre avec de la géométrie très simple. Si je poursuis ici les traits comme ça, l'angle alpha c'est aussi celui-là, et si j'appelle d, enfin petit d pardon, ici la distance entre le système solaire et puis l'étoile, un calcul vraiment simple nous montre que alpha ici c'est 2 unités astronomiques sur petit d. Donc si j'arrive à mesurer alpha, j'arrive du coup à mesurer la distance petit d. Cette méthode, ça s'appelle la parallaxe. Et l'angle qui est ici s'appelle l'angle de parallaxe. Et la parallaxe, on peut la mettre en évidence dans la vie de tous les jours de manière assez simple. Hein. Si vous prenez un objet, par exemple cette craie-là, si je regarde cette craie, je la mets en face de moi, et j'ai en fond là-bas, moi j'ai un mur, vous ne le voyez pas dans le champ, mais il y a un mur qui est là-bas, je mets la craie devant moi ici, si je regarde cette craie depuis mon œil gauche, qui va représenter la Terre qui est ici, je vois la craie qui se projette sur le mur sur un certain point. Si je regarde maintenant cette même craie sans bouger la tête, sans bouger la main avec mon œil droit, je m'aperçois que cette craie se projette sur un autre endroit du mur. De la même manière ici, cette étoile-là, s'il y a des étoiles qui sont extrêmement lointaines en fond, et cette étoile va se projeter dans la carte du ciel à un certain endroit quand on la regarde à ce moment-là, et va se projeter à un autre endroit de la carte du ciel quand je la regarde 6 mois plus tard. Donc sa position va changer au cours du temps. C'est ce décalage ici, ce décalage sur la carte du ciel d'une saison à l'autre qu'on appelle la parallaxe. Alors il y a une unité de distance qui a été formée avec disons qu'à partir de ce phénomène, et ça s'appelle le parsec. Et ce qu'on appelle un parsec, c'est formé avec par de parallaxe et puis sec par seconde, c'est la distance d telle que l'angle de parallaxe, alors plus précisément, c'est l'angle tel que quand la Terre ici se déplace de 1 unité astronomique, donc ça serait plutôt entre cet instant-là et entre celui-là, la parallaxe vaut 1 seconde d'arc. Donc on veut que 1 seconde d'arc soit égale à 1 unité astronomique, la base ici, sur la distance petit d. Donc la distance d ici, telle que quand on fait 1 unité astronomique sur cette distance d, ça fait 1 seconde d'arc, c'est ce qu'on appelle le parsec. Donc du coup, un parsec, c'est 1 unité astronomique divisée par 1 seconde d'arc. Alors, la seconde d'arc, je vous rappelle, une seconde d'arc, c'est 1/60e de minute d'arc. On divise les angles, plus précisément les degrés, on les divise en 60 minutes, qui sont eux-mêmes divisés en 60 secondes. Donc, une seconde d'arc, ici, c'est 1/3600e de degré. Je vais tout convertir en radians ici, parce que quand j'ai dit, par exemple, ici, qu'on avait alpha qui était cette distance-là sur d, ça, c'est vrai en radians. Hein. Ce qui serait vrai dans toutes les unités, c'est que la tangente de l'angle ici vaudrait le rapport que j'ai donné. Les angles vont être très petits dans tous les cas astronomiques intéressants. Et donc on peut assimiler la tangente à son argument, mais ça, on peut le faire, je vous rappelle, qu'en radians.
tangente de alpha, c'est pas du tout égal à alpha en degrés. C'est annulé qu'en radians. Donc pour que tout ça soit correct, il faut que ça soit en radians. Et donc je vais remplacer ça là-dedans. Une unité astronomique, ça fait 150. J'ai dit que c'était 150 millions de kilomètres, donc 150 milliards de mètres. Et je convertis ici une seconde d'arc en radians. Donc c'est 1/3600e de degré. Et 1 degré, c'est 2π sur 360 radians. Et voilà, on a ça à calculer. Et alors ça fait à peu près 3,086 fois 10 puissance 16 mètres. Donc le parsec, c'est une unité qui est vraiment très utilisée en astronomie. Et donc expérimentalement, on mesure, pour mesurer la distance en parsec, et on mesure la parallaxe de l'étoile et on utilise les formules que j'ai données plus tôt. Alors tant que je suis aux unités, il y en a une autre aussi qui intervient fréquemment en astronomie, c'est l'année-lumière. Donc ça je l'efface. Je vais ici remettre la définition. 1 parsec, qu'on note PC au passage, c'est 3,086 fois 10 puissance 16 mètres. Je vais aussi indiquer l'année-lumière. Une année-lumière, que je vais noter AL, c'est donc la distance parcourue par la lumière en un an, c'est-à-dire c'est la vitesse de la lumière 300 000 km par seconde, donc 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, fois une année, qu'il faut convertir en secondes. Voilà. Et ça fait à peu près 0,95 fois 10 puissance 16 mètres. Alors ça fait à peu près un tiers de parsec, plus précisément un parsec, c'est à peu près égal à 3,26 années-lumière. Alors on voit les deux dans la littérature, les parsecs, les années-lumière. Il y a quand même une tendance dans les articles d'astrophysique, donc les scientifiques, les astrophysiciens professionnels utilisent quand même plutôt le parsec. Dans la littérature de vulgarisation, je ne sais pas pourquoi, on parle plutôt d'années-lumière. Bon, voilà, c'est des unités qui sont à peu près du même ordre de grandeur, il y a juste un facteur 3 entre les deux. Du coup, une fois qu'on dispose de cette méthode-là de la parallaxe, donc, pour la mettre en œuvre, il faut arriver à détecter la position angulaire des étoiles avec une précision suffisante pour voir la différence de position entre deux saisons, là et là. On arrive aujourd'hui à des précisions qui sont assez importantes. Aujourd'hui, l'astrométrie de précision, ça s'appelle comme ça, la façon de mesurer la position des objets astronomiques de façon précise, c'est l'astrométrie. Et il y a des expériences qui sont mises en œuvre pour mesurer la position de plein d'objets. Et il y a notamment un satellite qui a été lancé récemment, qui s'appelle Gaia, dont le but c'est de mesurer précisément la position des étoiles qui nous entourent avec une précision de l'ordre de quelques microsecondes d'arc, quelques micro-arcs-secondes. Donc un millionième de seconde d'arc. Donc ça c'est la précision sur la position. Ça permet de mesurer des parallaxes pour pas mal d'étoiles avec une précision d'une dizaine de micro-arcs-secondes. Donc quand on regarde tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça vous montre qu'on on a accès aux distances d'étoiles qui peuvent se situer à plusieurs kiloparsecs, voire dizaines de kiloparsecs. Donc cette méthode ici de la parallaxe, grâce à des mesures de précision, des instruments de précision de ce type-là, donne accès à la distance des objets autour de nous à quelques kiloparsecs. Il se trouve que quelques kiloparsecs, c'est à peu près la taille de notre galaxie. Alors je vais faire un schéma récapitulatif de ce qu'on voit autour de nous, de la structure, disons, de ce qu'il y a autour de nous. Là, les points que je fais, ce sont des étoiles. Voilà, nous, on est une de ces étoiles-là. Allez, au hasard, on va être celle-là. Pof. Donc autour de nous, il y a d'autres étoiles qui sont distribuées pas forcément de façon aussi régulière que ce que je suis en train de faire là. Et la distance typique entre les étoiles, qu'on mesure grâce à la parallaxe, c'est de l'ordre de quelques parsecs. L'étoile la plus proche de nous, elle est à 1, quelque chose parsec. Ça, je connais plus la valeur en années-lumière, du coup, c'est à peu près 4 années-lumière. Donc ça fait un peu plus d'un parsec. Et voilà, les étoiles, entre elles, sont séparées de quelques parsecs. Il y en a d'autres tout autour, et en fait, ça, c'est un zoom d'une structure beaucoup plus grande qui est notre galaxie, que je vais représenter de cette manière-là.
Ça, c'est censé représenter un disque de matière, voilà, avec des étoiles partout. On a ici une concentration plus grande d'étoiles. Plus on s'éloigne du centre, moins la concentration est importante. Et on a des zones plus brillantes comme ça qui sont les bras de la galaxie. Voilà. Et la taille typique de cette structure, ça là, c'est à peu près, je vais mettre 10 kg par sec. On pourrait dire 20 kg par sec, peu importe. C'est vraiment un ordre de grandeur que je veux donner ici. Et nous, on se trouve ici, du centre de la galaxie, à environ 8 kg par sec. Donc vous voyez qu'il y a un facteur 1000 d'échelle entre la taille de la galaxie et puis ce que je trace ici. Donc tout à l'heure je disais qu'on arrivait avec des mesures astrométriques, de mesurer des distances à quelques kiloparsecs. On arrive vraiment à sonder une partie importante de notre galaxie, à connaître la distance de beaucoup d'étoiles proches de nous. En revanche, cette méthode de la parallaxe ne nous permet pas de sortir de notre galaxie. Les autres objets, parce qu'il y a d'autres objets, en fait, il y a d'autres galaxies. Je vais en dessiner une comme ça. Il y en a un peu partout autour de nous, et la distance typique entre les galaxies, cette fois, c'est plutôt, dans notre environnement local, c'est plutôt de l'ordre de 100 kPa. Donc on ne peut pas, ce sont des distances qui ne donnent pas des parallaxes suffisantes. Si vous regardez cette galaxie-là l'été puis l'hiver avec un télescope, vous la verrez au même endroit sur le fond du ciel. Donc on ne peut pas utiliser la parallaxe pour connaître sa distance. Donc il faut faire appel à d'autres estimateurs. Le deuxième type d'estimateur du coup dont je vais parler maintenant, il est basé sur ce qu'on appelle des chandelles standards. Ce qu'on appelle une chandelle standard, c'est un objet lumineux dont on sait exactement quelle quantité de lumière il émet au cours du temps. La quantité de lumière émise au cours du temps, on va caractériser ça par la puissance. On appelle ça aussi la luminosité. Je vais la noter L. Donc ça, c'est une puissance. C'est quelque chose qui se mesure en watts, c'est-à-dire en joules par seconde, mais c'est des watts. Et donc, si on dispose d'objets dont on connaît cette luminosité, il se trouve que on a des bonnes raisons de penser que le flux lumineux qu'on reçoit sur Terre, la quantité de lumière qu'on reçoit effectivement dans un télescope, est donné par L sur R au carré, avec un facteur 4pi. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir aussi sur ça un peu plus tard. Mais voilà, le flux lumineux est relié à la luminosité par ça. Et donc, si on mesure le flux lumineux F, connaissant la luminosité L, eh ben on peut remonter à R, et on peut inverser la relation, puisqu'on n'a que R, c'est L sur 4pi fois le flux, avec une racine carrée. Voilà. Donc on peut connaître la distance qui nous en sépare de cette manière-là. Et alors comment est-ce qu'on fait ça ? Dans le cas idéal, disons, la manière dont on aimerait bien que ça se passe, c'est de la manière suivante. Imaginons qu'on est dans notre voisinage un objet, par exemple celui-là, dont on connaisse, donc un objet qui soit remarquable, d'un type particulier. Par exemple, je vais appeler ça une céphéide. On va voir ce que c'est que tout à l'heure des céphéides, mais pour l'instant, céphéide, pour moi, ça va vouloir dire un objet de type particulier. Donc on a cet objet-là, cette céphéide, qui est suffisamment proche pour qu'on puisse déterminer sa distance grâce à la parallaxe. Donc elle est dans notre environnement local. Ça veut dire que, pour cet objet, je connais sa distance, puisque je peux l'avoir par parallaxe, je peux mesurer son flux F parce que je l'observe, et donc je peux du coup en déduire sa luminosité absolue, voilà, simplement parce qu'elle est suffisamment proche pour que j'ai déterminé les autres paramètres. Du coup, si j'observe maintenant dans cette galaxie un objet de même type, si j'observe un truc et j'ai des bonnes raisons de penser que cet objet c'est du même type que celui-là, qu'a la même luminosité, et bien là du coup pour cet objet-là je fais le jeu dans l'autre sens, j'estime que je connais L, j'estime que je connais F parce que ça je le mesure, et du coup je peux en déduire la distance R. Donc ça, c'est ce jeu en deux étapes, là, ça s'appelle la calibration. On calibre tout d'abord la relation entre distance et luminosité ici en observant des objets qui sont proches, et puis on utilise cette calibration pour en déduire la distance d'objets lointains. Alors ça, on peut le faire avec beaucoup d'objets. J'ai mentionné les céphéides, c'est peut-être une manière un peu trop compliquée de commencer, on peut le faire avec des étoiles en fait. On peut se dire, imaginons que les étoiles les plus brillantes, qui ont une limite supérieure à la brillance des étoiles, à la luminosité des étoiles, que les étoiles ne peuvent pas être plus lumineuses que telle valeur, et effectivement quand on regarde autour de nous, il y a une étoile la plus brillante, et imaginons que ça soit la même chose dans toutes les galaxies, et que si je regarde l'étoile la plus brillante là-dedans, elle a la même luminosité que chez nous.
Donc la bleue qui est ici, ça serait la plus brillante. Et ben, je fais le jeu qui est ici. Cette étoile la plus brillante, je mesure sa distance. Du coup, je connais sa luminosité et je fais le jeu que je viens d'indiquer là. Et je peux en déduire la distance de la galaxie qui la contient. Donc ça, c'est le jeu qu'avait joué Hubble. Hubble, c'est un des premiers qui a réussi à déterminer la distance d'objets lointains. On reviendra longuement sur Hubble plus tard. Mais il a essayé de faire ça. Je dis il a essayé parce qu'en fait, il s'est un petit peu trompé. Il a pris pour des étoiles des choses qui n'en étaient pas ici, mais en tout cas, c'est cette méthode qu'il a essayé de mettre en œuvre. Il a aussi utilisé un autre type d'objet. Et là, j'en reviens aux céphéides que je mentionnais tout à l'heure. Les céphéides, ce sont des objets très particuliers. Ce sont des étoiles variables, des étoiles qui clignotent de manière régulière, périodique, et il se trouve que la période de ces étoiles est reliée de manière forte à leur luminosité. Il y en a différents types, des plus ou moins brillantes, des céphéides, mais il y a une relation vraiment très nette entre leur période et leur brillance, leur luminosité. Donc du coup, on peut faire le même jeu qui est ici. On a des céphéides dans notre galaxie, en fait, voilà, dans notre environnement local. Ces céphéides, on peut mesurer leur luminosité absolue avec les méthodes que je viens de dire ici. On peut mesurer leur période avec un chronomètre et donc calibrer une relation entre période et luminosité qu'on peut ensuite appliquer à des céphéides qu'on voit effectivement, qu'on peut voir éventuellement dans d'autres galaxies. Et ça, c'est aussi quelque chose que Hubble a fait et qui permet de déterminer la distance aux objets un peu plus lointains que les étoiles qui nous entourent. On peut faire ce jeu-là encore avec d'autres objets, par exemple des objets extrêmement brillants qui sont les supernovae. Les supernovae, ce sont des étoiles qui explosent. Il y en a plusieurs types, ça j'y reviendrai aussi. Je passerai même pas mal de temps sur un type qui s'appelle les supernovae de type 1A, qui jouent un rôle cosmologique important. On a des raisons de penser que ces supernovas de type 1A, quand elles explosent avec une luminosité qui est toujours la même. Donc ce sont des chandelles standards, et leur intérêt à elles, c'est qu'effectivement on les voit très loin. Elles sont extrêmement brillantes, donc on les voit très 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 loin. Ce n'est pas le cas des céphéides, les céphéides ce n'est pas extrêmement brillant, donc on les voit dans les galaxies les plus proches, mais dès qu'on regarde des galaxies lointaines, on n'arrive pas à voir les céphéides dedans. En revanche, s'il y a une supernova qui explose dedans, effectivement on arrive à la voir. Voilà. Alors, tout ça pour dire qu'il y a vraiment toute une gamme de façons de mettre en œuvre cette notion de chandelle standard là pour déterminer les distances aux objets qui nous entourent. Je veux quand même faire un premier bémol ici. Je vous ai menti tout le long, c'est-à-dire que tout ce dont j'ai parlé là, ce ne sont pas vraiment des chandelles standards. Les étoiles les plus brillantes, c'en est pas, et ce n'est pas forcément les mêmes dans toutes les galaxies. Les céphéides, il y en a de plusieurs types, donc il faut faire un petit peu attention aussi quand on applique la loi entre période et luminosité pour les céphéides. Il y a différents types de céphéides. Et pour les supernovae de type 1A, on sait aussi aujourd'hui que ce ne sont pas exactement des chandelles standards. Il faut faire quelques corrections si on veut s'en servir pour mesurer des distances. Encore une fois, j'y reviendrai. Mais ce à quoi on arrive, l'image à laquelle on arrive ici, c'est une sorte de différentes méthodes de mesure des distances qui s'imbriquent les unes dans les autres. Ce que je vais tracer ici, ça va être les distances aux différents types d'objets. Nous, on est ici, au 0. On a des étoiles qui se situent à peu près à quelques, j'ai dit tout à l'heure, à quelques parsecs. On en a qui sont plus loin aussi, mais voilà, les plus proches sont à quelques parsecs. Ça, c'est les étoiles. On a la galaxie, dont l'échelle typique c'est de 10 kPa. On a ensuite les galaxies au pluriel, qui sont à quelques centaines de kiloparsecs et au-delà. Voilà. On a ensuite des amas de galaxies, dont je vais indiquer comme distance le mégaparsec, mais là on peut carrément discuter ce nombre-là, c'est juste pour mettre un nombre. Mais voilà. Et alors, ce que je viens de dire ici, c'est qu'on a plusieurs méthodes. On a la méthode de la parallaxe qui nous permet d'explorer en gros ça, voilà, quelques kiloparsecs. Donc en jaune, c'est la méthode de la parallaxe. Ensuite, j'ai parlé de la méthode des céphéides. Alors cette méthode, elle est pas mal, mais on n'a pas de céphéides autour de nous. Il n'y en a pas vraiment tout près. Les céphéides les plus proches, elles sont à une certaine distance. Et donc, ça ne commence pas à 0 ici, cette méthode-là. Et on peut voir les céphéides que si les galaxies sont suffisamment proches. Donc ça, cette méthode des céphéides, en fait, elle regroupe, bon, on va la mettre comme ça,
Voilà, elle regroupe une certaine gamme de distances comme ça, qui recouvre partiellement celle des parallaxes, mais qui la dépasse aussi. Tout à l'heure, j'ai indiqué que pour utiliser la méthode des céphéides, il fallait calibrer la relation entre luminosité et période grâce aux céphéides qui sont proches et qu'on pouvait mesurer grâce à la parallaxe. Donc en fait, il y a les régions sur lesquelles ces deux méthodes se chevauchent permettent de calibrer la méthode suivante. Et en fait, il y en a d'autres, tout un tas d'autres comme ça, des méthodes qui se calibrent, qui permettent de se calibrer les unes les autres. Là, j'ai mentionné tout à l'heure les supernovae de type 1A. Et ben ça serait quelque chose qui serait plutôt du coup comme ça. Voilà, SN1A, une méthode qui commence à l'échelle des galaxies et puis qui va jusqu'aux amas de galaxies, qui va celle-là très loin. Et elle est intéressante, cette méthode, si on arrive à avoir des supernovae qui sont suffisamment proches de nous pour qu'on puisse déterminer leur distance par un autre moyen. Donc il faut calibrer l'utilisation de ces supernovae de type 1A. Et ça, on le fait, par exemple, grâce aux céphéides. Il y a aussi tout un tas d'autres méthodes pour mesurer les distances. Je vais pas non plus faire un cours uniquement sur ça. Mais voilà, si vous cherchez sur Google échelle des distances cosmologiques, vous allez voir tout un tas de méthodes comme ça qui se calibrent les unes les autres. Et alors le point important, c'est que évidemment, si on se trompe dans un des barreaux de cette échelle-là, eh ben, on se trompe sur toutes les échelles plus grandes. Hein. Si on se plante sur la manière de mesurer les distances avec les céphéides, eh ben, du coup ça devient faux aussi, si on a calibré les supernovae à partir de mesures de céphéides. C'est historiquement ce qui s'est passé. Hein. C'est historiquement ce qui s'est passé, j'y reviendrai quand je parlerai de la loi de Hubble, mais quand Hubble a publié la loi qui porte son nom, ça reposait fortement sur des mesures de distance qui étaient basées sur les céphéides, et il y avait une erreur en fait. Il ne pouvait pas le savoir à l'époque, mais la loi qu'il utilisait n'était pas correcte, et donc les distances qu'il utilisait étaient fausses, et donc l'ensemble des distances qu'on a déterminées plus tard en cosmologie étaient elles aussi fausses. Et dans les années 50, quand on a découvert ce problème-là, tout d'un coup, l'univers a changé de taille. Toutes les distances qu'on connaissait dans l'univers ont été changées en même temps, à cause de la recalibration due au céphéide. Il y a une autre méthode ici que je n'ai pas mentionnée et qui joue un rôle très important en cosmologie, c'est le fait que quand on observe un objet très lointain, la lumière qui nous en parvient est décalée vers le rouge. C'est un effet dû à l'expansion, j'y reviendrai longuement dans la suite. Et donc ça permet effectivement, quand on mesure en spectroscopie de manière précise la position des raies, le décalage des raies qui nous parvient d'un objet donné, c'est corrélé fortement à sa distance, et ça permet du coup aussi d'avoir accès aux distances des objets qui sont là. Ça, j'y reviendrai aussi en détail très bientôt. Il y a une autre méthode que je vais mentionner ici qui permet d'estimer les distances dans l'univers et qui est en fait celle qu'on utilise de manière naturelle sur Terre, en fait, inconsciemment. Cette méthode, c'est la suivante. Imaginez que vous connaissiez la longueur grand D d'un objet donné, un bâton, voilà, et vous le regardez depuis une certaine distance que vous cherchez à déterminer, une distance petit d. Bon. La taille apparente de cet objet, la taille angulaire, la taille sous laquelle elle vous apparaît, c'est déterminé par l'angle qui est ici, que je vais noter θ. Et voilà, pour des angles suffisamment petits, cet angle θ est donné par petit d grand D sur petit d. Et donc on peut, en mesurant cet angle θ ici, en mesurant et en connaissant grand D, avoir accès à petit d. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous connaissez la taille physique d'un éléphant et que vous regardez un éléphant au loin, eh ben, en vous posant la question de sous quelle taille angulaire vous voyez l'éléphant, vous pouvez savoir à quelle distance il se trouve. C'est exactement ça. Et dans les situations courantes, plus l'éléphant est éloigné, plus il va nous apparaître petit. Plus le petit d ici augmente, plus le θ diminue. Bon. Ça, on peut le faire dans l'univers aussi. Si on pense qu'on a des objets dont on connaît la taille absolue, par exemple, si on pense que les galaxies, elles ont toutes à peu près la même taille, on voit des galaxies dans le ciel qui semblent avoir des tailles différentes, mais c'est peut-être simplement parce qu'elles sont à des distances différentes les unes des autres, eh ben, on peut estimer du coup la distance des galaxies en écrivant que petit d, c'est grand D sur θ. Voilà. On mesure la taille angulaire, on connaît le grand D, et du coup on en déduit la distance. Donc ça s'appelle la distance angulaire. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut calibrer à faible distance. Si on prend des galaxies qui sont proches,
on arrive à mesurer leur distance grâce au céphéide par exemple, on arrive à mesurer leur taille angulaire, donc on connaît leur taille physique absolue. Une fois qu'on a leur taille physique, on peut se dire si dans l'univers je vois des galaxies dont je pense qu'elles ont la même taille, et en mesurant leur taille angulaire, je peux connaître leur distance physique. Donc ça fournit encore une méthode différente pour mesurer les distances. Encore une fois, ça repose sur une hypothèse forte qui est qu'on connaît la taille absolue de certains objets. De même que ici, le coup des chandelles standard, ça reposait sur l'hypothèse forte qu'on connaît la luminosité absolue de certains objets. Donc c'est des hypothèses qu'il faudra vérifier, remettre en cause éventuellement. C'est vraiment le talon d'Achille ici de ces méthodes. Et c'est à ça qu'il faut porter une attention particulière quand on veut mettre ces méthodes en œuvre. Alors ça clôt ce que je voulais vous raconter dans ce cours sur la cosmographie. Voilà, pour résumer en 2 mots, on a différentes techniques astronomiques qui permettent d'estimer la distance des objets qui nous entourent. Et donc on a effectivement accès à la répartition tridimensionnelle de ce qui nous entoure. On sait dans quelle direction se trouvent les objets, mais on peut aussi accéder à la profondeur, à la 3e dimension, la distance par rapport à l'observateur. Pour résumer ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, on est capable aujourd'hui, avec diverses techniques, de mesurer les distances aux objets qui nous entourent dans l'univers. Et du coup, on est capable de faire des cartes tridimensionnelles. Donc, on connaît la position dans le ciel et puis la profondeur de la distance à laquelle se trouve l'objet. Et ces cartes tridimensionnelles ont vraiment une propriété remarquable. On observe que, sur une échelle suffisamment grande, la matière autour de nous, les objets, sont distribués de manière quasiment homogène. C'est-à-dire que la densité d'objets, elle est la même à peu près partout. Alors il faut que je précise un petit peu cette affirmation. J'ai dit à grande échelle, et effectivement, en toute rigueur, l'univers autour de nous n'est pas homogène, parce que la matière est concentrée dans des objets, dans des galaxies, dans des étoiles, etc. Il y a des grandes zones de vide et des zones dans lesquelles il y a de la matière, mais si on lisse en quelque sorte, si on floute la distribution de masse à une échelle de l'ordre de quelques mégaparsecs, voilà, quelques millions de parsecs, on observe effectivement que l'univers est homogène. On l'observe aussi, ça d'une autre manière, si on observe ce qu'on appelle des traceurs, c'est-à-dire des objets dont on pense qu'ils ont la même probabilité d'être présents dans des galaxies. C'est le cas par exemple de certaines sources radio. Et si on fait la carte des sources radio qu'on observe autour de nous, c'est ce qu'on voit sur la figure que vous voyez en ce moment même là. Donc ça c'est une distribution... Comme l'indique la légende, ici, c'est la distribution des 30 000 sources radio les plus brillantes qu'on observe dans le ciel. Et voilà, on a quelque chose qui est, en bonne approximation, homogène. Bon. Ça va jouer un rôle important dans la suite, parce que l'homogénéité de l'espace qui nous entoure permet effectivement de décrire l'univers d'une manière simple quand on fait de la cosmologie. Par ailleurs, même si on n'avait pas observé les distances, si on ne mesure pas les distances aux objets, il y a quelque chose d'autre qu'on peut aussi remarquer assez facilement, c'est que l'univers autour de nous, il est isotrope. C'est-à-dire que vous regardiez l'univers dans n'importe quelle direction, vous regardez dans le ciel dans n'importe quelle direction, vous allez voir à peu près la même chose. Alors là encore, il faut mettre un bémol aussi, c'est évidemment pas le cas. Si on regarde dans la direction de la Lune, on va voir la Lune alors qu'à côté elle n'y est pas, mais si on regarde suffisamment loin, si on regarde des objets qui sont en dehors de notre galaxie à nous, et encore une fois, si on fait une opération de moyenne similaire à celle que je viens de décrire, on observe qu'effectivement, il y a à peu près la même densité de galaxies dans cette direction-là dans le ciel que dans cette direction-là. Donc l'espace, à grande échelle, l'univers, la distribution de matière, elle est à peu près isotrope. Alors, il y a 2 manières d'interpréter ça. On peut se dire, nous, on voit le ciel de la même façon autour de nous, c'est parce qu'on a une position privilégiée. On pourrait être en quelque sorte au centre de l'univers. On n'aime pas cette idée-là. On a plutôt tendance à penser que le système solaire, l'homme, n'occupe pas une place particulière dans l'univers. Voilà, donc on imagine que si quelqu'un d'autre fait de la cosmologie depuis une autre galaxie, il va faire les mêmes remarques que nous et il va voir en particulier que l'univers est isotrope autour de lui. Et ça, on peut montrer que si l'univers apparaît de façon isotrope pour 2 observateurs différents, alors il doit nécessairement être homogène. Donc on a de bonnes raisons de penser que l'univers autour de nous est homogène et isotrope. Ça, on va l'élever en principe, c'est ce qui s'appelle le principe cosmologique, et ça va former vraiment la base de la description de notre univers en cosmologie. Alors, je voudrais quand même faire remarquer que
Certes, l'univers semble homogène autour de nous. Ça a une limite. J'ai mentionné tout à l'heure le fait que c'était pas vrai quand on regardait des objets qui sont trop près. Quand on regarde des objets qui sont trop loin, on est aussi embêté par quelque chose. C'est qu'on sait aujourd'hui que l'univers, c'est quelque chose qui a une histoire, qui n'était pas le même dans le passé. Or, quand on observe des objets qui sont très lointains, on observe des objets dont la lumière nous a été émise il y a longtemps, donc on les voit vieux, ces objets-là. Donc quand on regarde loin, on voit l'univers plus vieux, et du coup, si l'univers a évolué, la vision qu'on en a dans le passé n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc en fait, c'est pas parce que l'univers est homogène à un temps donné que la vision qu'on en a quand on regarde de plus en plus loin, elle, va être la même. On va avoir des objets de plus en plus vieux et des objets qui sont à des stades différents de leur évolution. Donc quand on observe des objets qui sont loin, ils risquent d'être différents et donc ça risque de briser l'homogénéité apparente dont je parle. Mais on a des moyens, quand on sait comment l'univers évolue, on a les moyens de corriger ça et d'imaginer à quoi ressemble la distribution de matière des objets lointains, à quoi elle ressemblerait si on la fait évoluer jusqu'au temps actuel. Et effectivement, là, on retombe sur quelque chose qui est vraiment cohérent avec l'hypothèse que l'univers est homogène. Donc voilà, ça va constituer la base des prochains cours. C'est la base de la cosmologie. On vit dans un univers qui, à grande échelle, est homogène et isotrope. C'est ce qu'on va commencer à voir à partir de la prochaine fois.